Dans le quartier animé de Yopougon, à Abidjan, les klaxons se mêlent aux cris des vendeurs ambulants. C'était un jeudi soir. La chaleur tombait peu à peu et les rues grouillaient encore de vie. C'est ce soir-là qu'il réapparut. Un vieux taxi Mercedes 180 délavé par le temps fit son entrée lentement sur l'avenue principale. Il était reconnaissable à sa peinture rouille et noire écaillée à certains endroits mais étonnamment luisante sous les lampadaires. L'enseigne taxi scintillait d'un rouge trouble, comme un signal d'alerte que personne ne comprit sur le moment. Au volant, un homme étrange, cobenant, vêtu d'un boubou blanc éclatant, le teint sombre, les yeux fixes, les mains rigides sur le volant. Il ne parlait pas, il ne souriait pas. Il baissait à peine la tête quand un client lui faisait signe. Ce soir-là, 3 jeunes étudiants, fatigués de leur révision à l'université Félix Houphouët-Boigny, décidèrent de prendre un taxi commun pour rentrer. Le premier, Isaka, monta en plaisantant, le vieux taxi là, il ressemble à un cercueil roulant. Le deuxième, Sédou, haussa les épaules, amusé, pas de moment qu'il roule. Le troisième, Jean-Marc, hésita un instant, puis monta à son tour, le regard attiré par le rétroviseur où une lueur rouge étrange brilla un bref instant. Le taxi démarra sans un mot. À chaque virage, les bruits de la ville semblaient s'éloigner. Le silence à l'intérieur du véhicule était oppressant, comme s'il absorbait la vie elle-même. Le compteur resta figé à 0. Arrivé devant la maison d'Isaka, la voiture s'arrêta sans que le chauffeur ne touche les freins. Pas un mot, pas un regard. Isaka descendit, un peu troublé. Puis ce fut le tour de Sédou, à l'angle d'un marché fermé. Jean-Marc fut le dernier. Lorsqu'il descendit enfin seul, le silence explosa dans sa tête comme un sifflement aigu. En posant le pied sur le trottoir, il glissa inexplicablement et se tordit la cheville, tombant lourdement. Le taxi, sans s'arrêter, repartit en souplesse, disparaissant dans la brume soudaine d'une ruelle. En jurant, Jean-Marc se releva, boitillant vers chez lui. Il ne savait pas encore qu'il venait d'être marqué, que la dernière place, celle qu'il avait occupée, scellait un destin maudit. Car dans le taxi de la mort, celui qui descend le dernier ne vit jamais longtemps. Les rues de Yopougon avaient repris leurs bruits habituels. Les rumeurs, comme la poussière rouge de la route, s'élèvent parfois pour mieux retomber. Jean-Marc, quant à lui, essayait d'oublier. L'entorse était légère. En une semaine, il marchait presque normalement. Ses amis riaient de sa mésaventure, lui offrant des surnoms ironiques comme le cascadeur des trottoirs. Mais la nuit, tout était différent. Depuis cette célèbre course en taxi, Jean-Marc ne dormait plus vraiment. Il fermait les yeux, s'enfonçait dans un demi-sommeil agité, puis se réveillait en sueur, le cœur battant. Toujours la même scène revenait, comme une malédiction en boucle. Il était seul à l'arrière du taxi, la lumière du tableau de bord clignotait rouge, le moteur ronronnait doucement et, dans le rétroviseur, le visage de Cobenant le fixait, figé, sans paupières, comme un masque mortuaire. Une voix l'appelait alors, grave, tremblante, venue de l'intérieur même du véhicule, « Jean-Marc, il fallait descendre avant. » Il se réveillait alors à chaque fois, les draps trempés, avec une certitude pesante, quelque chose l'avait suivi hors du taxi. Le jour, il tentait de vivre normalement, mais tout se désagrégeait. Au campus, il était distrait, incapable de se concentrer. Il oubliait ses affaires, mélangeait les dates, écrivait des phrases incohérentes dans ses devoirs. Lors d'une réunion de stage, son superviseur l'interrompit sèchement, « Jean-Marc, tu es ailleurs depuis plusieurs jours. Ce n'est pas le genre de comportement que nous tolérons ici. » Le lendemain, il fut renvoyé. Ses parents parlèrent d'une crise passagère, mais lorsqu'il renversa une assiette sans raison, fixant une pièce vide en murmurant « Il est là, maman, il est là », son père s'énerva, « C'est une blague ? Arrête ça immédiatement. Tu as besoin de discipline, pas de théâtre. » Jean-Marc s'enferma alors dans un silence pesant. Il écrivait beaucoup, des pages entières de gribouillis, de symboles étranges. Il dessinait à répétition. « Il me regarde. Même quand je cligne les yeux, il me regarde. » Il cessa bientôt de sortir. De sa fenêtre, il observait la rue. Parfois, il bondissait, sûr d'avoir vu le vieux taxi garé juste en face, moteur allumé, phares éteints. Mais quand il descendait en courant, la rue était vide. Les voisins commencèrent à murmurer. Le garçon de Madame Coffey, là, il parle seul. C'est pas normal, il est possédé. Un jour, il écrivit une lettre brève, plus glaçante, ce n'était pas un taxi, c'était une tombe sur roue.
Je suis déjà mort. Il m'a laissé sortir, mais mon âme est encore à l'intérieur. Puis plus rien. Pas un cri, pas un bruit. Au petit matin, sa mère monta dans sa chambre et le trouva là, étendu dans son lit, les yeux ouverts, bouche figée dans un dernier soupir. Il n'avait aucune blessure, aucun symptôme, juste ce regard d'horreur, comme s'il avait vu quelque chose que nul vivant ne devrait jamais contempler. L'autopsie ne révéla aucune cause médicale de décès. Il était en bonne santé. Pas de poison, pas de blessure, rien. Sur la table de chevet, une feuille froissée, déchirée, contenait ces derniers mots écrits à la main: « Je ne voulais pas être le dernier. Pourquoi moi? Pourquoi moi ?» Dans le quartier, les anciens se mirent à parler. Ils racontèrent qu'il y a des années, un taxi semblable sillonnait les rues. Les derniers à descendre étaient tous morts. Lentement, silencieusement, comme aspirés par une dette invisible. Le nom revint comme un vent ancien, Covenant. Et quelqu'un ajouta en murmurant: « Ce n'est pas un chauffeur, c'est un passeur. Et il ne part jamais sans prendre quelque chose avec lui. » Le soleil déclinait lentement sur le quartier d'Adjamé-Liberté, enveloppant les étals de fruits, les marmites de garba et les cris joyeux des vendeuses dans une lumière dorée. 3 commerçantes rentraient d'une longue journée, Tanti Adjo, la doyenne au foulard rose vif, Chantal, jeune et rieuse, vendeuse de pagne, et Marina, timide, toujours les bras chargés. Elles arrêtèrent un taxi commun à un carrefour bruyant. Il apparut comme surgissant d'une poche de brume au détour d'un camion qui passait. C'était un vieux modèle Mercedes noir et rouille. Le chauffeur portait un boubou blanc. « Montons, je suis fatigué », lança Adjo. Elles s'installèrent à l'arrière, riant. Une musique grésillait à peine à la radio, puis s'éteignit d'elle-même. Chantal voulut faire une remarque, mais se ravisa. Un froid glacial s'était abattu sur l'habitacle malgré la chaleur extérieure. Marina frissonna. Le chauffeur ne parlait pas. Personne ne répondit. Le taxi avançait sans bruit. Les vitres étaient ternies malgré la ventilation. À chaque arrêt, une passagère descendait. D'abord Marina, près du centre de santé, qui remercia mécaniquement sans vraiment comprendre pourquoi elle tremblait encore. Puis Chantal, au niveau du rond-point, s'empressa de fuir le véhicule en claquant la porte. Adjo resta seul. Le taxi continua, ralentissant à chaque intersection. Elle indiqua sa destination, mais Covenant ne répondit pas. Le véhicule roulait sans l'écouter. Soudain, au lieu de tourner à gauche vers sa maison, le taxi bifurqua vers une ruelle inhabitée, une allée de terre rouge encadrée de manguiers tordus. Adjo tapa sur la vitre du chauffeur: « Monsieur, je vous ai dit à gauche. » Pas un mot, juste le regard figé dans le vide. Le regard du mort. Le taxi s'arrêta brusquement devant un mur de terre. Adjo sortit, titubant. Quand elle se retourna, le taxi avait disparu. Volatilisé. Pas même des traces de pneus. Ce soir-là, chez elle, elle raconta à sa fille: c'était pas un taxi, c'était un cercueil qui roule. Les jours suivants, Adjo changea. Elle ne parlait plus, ne sortait plus. Son foulard rose fut remplacé par un pagne noir. Elle restait assise toute la journée, les yeux rivés sur le miroir du salon, comme si elle y voyait quelque chose bouger. Puis un matin, elle s'approcha de son fils et murmura pour la première fois en 6 jours: il est encore dans le miroir. Il m'appelle. Elle mourut cette nuit-là, sans un cri, assise dans son fauteuil, le regard collé au miroir, la bouche ouverte et les yeux rougis comme si elle avait pleuré du feu. Au marché, Chantal et Marina allèrent à ses funérailles. En se regardant, un silence les traversa, car dans leurs rêves aussi, la voix murmurait leur nom. Yaotié Koura, reporter pour un petit journal indépendant d'Abidjan, lisait depuis plusieurs jours des témoignages étranges sur les réseaux sociaux: un taxi hanté, des morts inexplicables, des visages figés par la terreur. Il n'était pas homme à croire aux histoires de quartier, mais l'affaire l'intrigua. Il se dit que même si c'était une légende urbaine, elle valait bien un papier. Il prépara sa caméra, son carnet et prit contact avec une connaissance dans le quartier de Belleville. « Le taxi ? Tu veux l'attraper ? Bonne chance, mon frère. C'est lui qui te trouve, pas l'inverse. » Déterminé, Yao passa 3 nuits à arpenter les rues, à filmer, à interroger les habitants. Un détail revenait sans cesse: la peinture rouille et noire, le chauffeur silencieux, et surtout la dernière personne à descendre. Le 4e soir, il vit le taxi. Garé devant une boutique fermée, phares éteints.
Le moteur ronronnait. Covenant était là, immobile. Yao, le cœur battant, s'approcha. Il n'avait prévu que de filmer discrètement. Il installa une mini-caméra sur son manteau, puis frappa à la vitre. « Bonsoir monsieur, je suis journaliste. Puis-je discuter avec vous ?» Aucune réponse, seulement ce regard fixe, plus vide que la mort elle-même. Contre toute logique, Yao monta. À peine la portière fermée, l'air changea. Il sentit une chaleur étrange, oppressante, presque douloureuse. Le cuir du siège semblait vivant sous lui. Le taxi démarra sans qu'il donne de destination. Le compteur, de nouveau, tournait à une vitesse absurde. Il consulta sa montre, les aiguilles tremblaient, cliquetaient sans avancer. Il tenta de parler. « Où allons-nous ? Qui êtes-vous vraiment ?» Le chauffeur tourna la tête d'un quart de tour. Un filet de fumée noire s'échappa de ses lèvres. Puis tout s'arrêta. Yao se réveilla dans son lit, en sueur. Il était chez lui. Il bondit vers sa caméra. Rien. Aucun enregistrement. L'espace mémoire affichait le corrompu. Mais ce n'était que le début. Dans la nuit suivante, sa maison s'embrasa sans cause identifiable. Il parvint à sortir vivant, le visage brûlé, le souffle court. À l'hôpital, il délira pendant 3 jours. Les infirmiers rapportèrent qu'il murmurait sans cesse, ce n'était pas un taxi, c'était une bouche. Une bouche de l'au-delà. Lorsqu'il fut transféré en psychiatrie, il ne parlait plus que par fragments, griffonnant sur les murs de sa chambre des cercles, des phares et un nom écrit à l'encre de sang, Covenant. À Port-Bouet, dans une cour reculée, vivait une vieille femme qu'on appelait Tantine Jour. Elle n'était pas une sorcière comme dans les contes pour effrayer les enfants. Elle était gardienne des seuils, consultée pour les malédictions familiales, les morts sans cause, les enfants qui naissent avec les yeux grands ouverts. Quand elle entendit parler du taxi noir et de ses victimes, elle ne fronça même pas les sourcils. Il est revenu, le passeur. Je pensais que les anciens avaient refermé la brèche. Les anciens, un cercle secret de vérité, avaient disparu ou étaient morts depuis longtemps. Tantine Jour n'avait plus quitté sa cour depuis 10 ans. Mais ce soir-là, elle demanda à son petit-fils de l'emmener au carrefour du quartier Kumasi. Elle portait un pagne rouge, un collier d'os et, dans sa main, une petite calebasse remplie de poudre noire de baobab, une plante qu'on ne trouve que dans les cimetières de l'Ouest. Elle s'assit sur un banc et attendit longtemps. Puis le taxi arriva. Il ne klaxonna pas. Il s'arrêta devant elle comme s'il la savait. Elle se leva lentement, monta sans trembler. Dès qu'elle referma la porte, les vitres se teintèrent. Le monde extérieur disparut. Le taxi roulait désormais dans un espace sans contour. Pas de route, pas de ville, rien que l'obscurité pulsante, respirant autour d'eux. Tantine jeta la poudre noire vers le visage du chauffeur. « Je te reconnais. Toi qui roules entre les mondes. Toi, Covenant, qui n'a pas été pleuré selon le rite. » Le chauffeur tourna la tête. Son visage n'était plus humain. Il n'avait plus de peau. Que des cendres animées, des orbites vides d'où coulaient des perles rouges. Ton corps est mort, mais ton nom n'a pas été effacé. Tu t'en prends au vivant car tu es prisonnier entre les 2 rives. Le taxi s'arrêta subitement. Le moteur s'étouffa dans un râle animal. Tout se mit à trembler. Des silhouettes apparurent aux vitres, tapant comme des condamnés dans leur cercueil. Tantine Jour posa la main sur le tableau de bord. Elle récita une prière en langue bêtée, puis en malinqué, puis dans une 3e langue que personne n'entendit depuis des siècles. Le véhicule gémit. Le cuir se fissura. Le ciel se lézarda. Mais au moment où elle allait briser la calebasse, l'acte final pour libérer l'âme prisonnière, Covenant souffla un mot. Adam. Tantine sursauta. C'était le nom de son fils, mort noyé à 8 ans dans un fleuve, jamais retrouvé. Le taxi vibra d'un rire sans fin. Elle comprit, le taxi mentait, ou savait. Mais il avait vu ce qu'elle cachait. Alors, au lieu de casser la calebasse, sa main trembla, et le monde revint. Elle se retrouva au milieu du cimetière de Williamsville, seule, la calebasse vide à ses pieds. Le taxi avait disparu. Depuis ce jour, Tantine Jour ne parle plus. Elle ne mange plus. Elle regarde le mur de sa cour comme s'il respirait. Quand on lui demande ce qu'elle a vu, elle écrit un seul mot sur un bout de bois entre 2 silences. Et les enfants du quartier disent qu'à minuit, son miroir devient noir et que, dans le reflet,
le taxi est encore là, moteur allumé, prêt pour une nouvelle course. Le nom Covenant était revenu sur toutes les lèvres. Dans les maquis, les taxis brousses, les salons de coiffure, les gens racontaient, tremblaient, inventaient. Mais quelqu'un, quelque part, reconnut ce nom pour ce qu'il était réellement, celui de son frère. Moussa Covenant, garagiste à Corogo, reçut un appel d'un vieux camarade de la RTI, on parle d'un taxi qui tue. Le chauffeur s'appellerait comme toi, Covenant, tu sais, comme ton frère disparu dans l'accident de 1983. Moussa raccrocha, les mains moites. Cela faisait 42 ans qu'il ne rêvait plus de son frère. Mais cette nuit-là, il le revit dans ses songes, dans le même boubou blanc, les yeux vides, conduisant dans un désert sans fin. Le lendemain, il prit le bus pour Abidjan. Il revint sur les lieux de l'accident, un ancien virage au bord de la Lague. À l'époque, on avait dit que le taxi de Covenant avait plongé avec des clients. On avait retrouvé les corps, sauf celui du chauffeur. Le véhicule, lui, avait disparu. À force de questions, Moussa retrouva le vieux griot du quartier d'Anoumabo, un homme à moitié aveugle mais qui récitait les événements comme des chants sacrés. « Ton frère n'est pas mort. Il a été réclamé. L'eau n'a pas voulu de lui. Quelqu'un a pleuré pour les deux clients, mais pas pour lui. Alors, il est resté accroché au volant. Qui l'a réclamé ? Demanda Moussa. Le griot se tut. Puis murmura, le fleuve a des esprits. Mais le taxi, lui, a un cœur maintenant. Ce n'est plus ton frère. C'est ce qui reste quand le pardon n'arrive jamais. Déterminé, Moussa traqua le taxi pendant 6 jours. Enfin, il le vit, garé sous un fromager tordu. Il s'approcha. Covenant. Frère, c'est moi, Moussa. Le chauffeur le fixa. Pour la première fois, il ouvrit la bouche, tu m'as oublié. Puis, lentement, il fit un geste de la main, monte. Moussa hésita, puis obéit. À l'intérieur, il sentit l'odeur du manioc chaud, l'odeur de leur enfance, les voix de leur mère, les soirs sans électricité, des souvenirs tissés de chaleur et d'ombre. Tu peux rentrer, Covenant. Il est temps. Je suis venu pour toi. Le chauffeur le regarda un instant. Ses yeux changèrent. L'homme disparut. Ne restait plus qu'un crâne noircissant de goudron. Il n'y a pas de retour. Je suis le retour. Le taxi démarra à vive allure sans toucher le sol. Mais Moussa ne mourut pas. Il fut retrouvé 3 jours plus tard, errant dans la forêt du Banco, le regard éteint. Il parlait à un pneu crevé qu'il appelait le petit frère. Depuis, il vit à Bingerville, interné dans un centre psychiatrique. Il dessine des taxis sur les murs, mais jamais 2 fois le même. Quand on lui demande pourquoi il sourit en dessinant, il répond toujours la même phrase, il m'a dit que le prochain sera un bus. Il était 22h30 à Yopougon-Siporex. Une jeune femme, Aïcha, sortait d'un cybercafé. Elle venait de finir une longue journée de travail et de cours du soir. Fatiguée, elle cherchait un taxi pour rentrer à Abobo. 2 taxis l'ignorèrent. Un 3e s'arrêta. Une Mercedes noire et rouille. Aïcha grimpa rapidement. 2 autres passagers étaient déjà à bord. Elle s'installa près de la fenêtre, mit ses écouteurs et regarda défiler les lumières de la ville. Elle ne remarqua rien. Pas le silence, pas l'air glacial, pas le regard figé du chauffeur. Un à un, les passagers descendirent. Elle fut la dernière. Le taxi continua sa route au lieu de s'arrêter à l'adresse demandée. Aïcha enleva un écouteur, « Pardon, vous avez dépassé. Vous ne m'avez pas entendu ?» Le chauffeur ne répondit pas. Elle tapa sur la vitre, « Monsieur, je descends là. » Le taxi bifurqua vers un terrain vague sans lumière, bordé de tôles et de conteneurs. Aïcha sentit un frisson dans son dos. Le véhicule s'arrêta. Elle ouvrit la portière. L'air était épais comme de la fumée. Un murmure glissa dans son oreille, « C'est toi, maintenant. » Elle sortit en courant. Le taxi avait disparu derrière elle. Elle marcha, tremblante, sans comprendre ce qu'elle venait de vivre. Mais à partir de ce soir-là, elle n'était plus la même. Ses rêves changèrent. Toujours la même scène, elle dans le taxi, seule, figée, incapable de bouger. Parfois, elle était au volant, d'autres fois attachée à l'arrière. Chaque nuit, un détail nouveau apparaissait. Chaque nuit, elle se réveillait plus fatiguée. Elle cessa de manger,
elle parlait moins. Elle se mit à noter des mots étranges sur ses murs, descendre, dernier, rouille, fenêtre. Ses amis pensaient à une dépression. Elle assurait que tout allait bien, mais elle répétait souvent, il y a des voyages qu'on ne finit jamais vraiment. Le 7e jour après cette course, Aïcha se leva tôt. Elle se rendit sur un terrain vague, non loin de l'endroit où elle avait été déposée. Elle portait une robe blanche. Sur un conteneur rouillé, elle accrocha une corde improvisée avec son foulard. Avant de sauter, elle laissa un mot écrit au feutre rouge sur une boîte en carton, « Je ne suis pas morte. Je suis descendue. » C'est différent. Les habitants du quartier dirent qu'ils avaient vu, dans la brume du matin, un taxi noir rouler lentement, sans chauffeur. Juste un passager à l'arrière qui pleurait en silence. Depuis ce jour, les taxis rouillés sont évités comme la peste. Des jeunes disent avoir vu le nom de Covenant inscrit dans la buée de leurs vitres. Des chauffeurs prétendent avoir perdu le contrôle de leur véhicule en croisant un vieux modèle Mercedes au phare rouge comme des braises. Mais personne ne parle vraiment, car tout le monde sait que ce n'est jamais le taxi qui te choisit.